Si vous avez déjà monté votre PC ou tout simplement essayé de l'optimiser, vous êtes certainement tombé sur le mot overclocking au moins une fois. Mais finalement, est-ce que c'est un abus de langage du marketing? Est-ce que ça a un réel intérêt? Comment ça fonctionne? Et est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que ça donnait dans son côté le plus extrême? Parce que bon, même si c'est une pratique qui peut sembler déjà plutôt obscure, la pousser à l'extrême, je peux vous dire que c'est un voyage sans retour. Et cet aller sans retour, je vous propose que vous le fassiez avec moi parce que cette année, j'ai été invité à la LAN d'Extreme Overclocking en France. Et finalement, est-ce qu'on n'irait pas découvrir tout ça ensemble tout de suite après l'intro? L'overclocking, ça désigne de manière générale le fait d'aller chercher plus de performance avec le même composant en dépassant ses caractéristiques techniques de base. Évidemment, quand je dis ça, ça va peut-être rappeler certains souvenirs nostalgiques de certaines personnes au moment où ils ont eu leur mobilette et qui s'amusaient à enlever les cartouches du pot ou à changer le moteur, etc. pour sortir un petit peu des spécifications techniques. Évidemment, là, c'est à peu près similaire. Le seul truc, c'est qu'en général, tu te fais pas choper parce que le PC, il est plus bruyant, quoi. Alors que vous... Bref, on n'est pas là pour parler de moto ou de mobilette, donc revenons-en à nos composants. Nos composants, du coup, on va essayer de tirer le meilleur d'eux-mêmes en allant un petit peu plus loin. Bien entendu, vous vous doutez bien que c'est un petit peu comme vous quand vous vous mettez à faire du sport. Bah, va falloir vous donner un peu plus à manger. Bah, vos composants, c'est un petit peu pareil. Si vous vous mettez à leur en demander toujours plus et que vous vous donnez toujours la même chose à manger, il y a un moment, ça va plus passer. Donc forcément, va falloir augmenter les tensions, faire en sorte qu'il puisse consommer un petit peu plus pour qu'il soit plus à l'aise avec les nouvelles caractéristiques techniques qu'on lui a imposées. Et là, on arrive sur un troisième point qui est plutôt important au niveau de l'overclocking, c'est le refroidissement. Surtout en overclocking extrême, on y reviendra un petit peu après. Au final, si jamais je vous donnais plus à manger, bah vous vous doutez bien que si votre système digestif n'évoluait pas, il y aura un petit moment où vous serez tellement barbouillé que tout ce que vous absorbez, bah ça va pas bien rentrer quoi. Et bah là c'est un petit peu pareil avec votre processeur, c'est que finalement on va lui donner bien plus à manger. Bah là le souci c'est pas forcément qu'il va mal emmagasiner ça, c'est qu'il va chauffer énormément. Et si on n'augmente pas justement le refroidissement qu'on a dessus, et ben on va le mettre dans de très mauvaises conditions qui vont faire qu'il va très mal vieillir ou tout simplement que notre overclocking va être instable. Et ça bah c'est pas ouf parce que nous on veut que ça tienne quoi. Surtout quand on essaie de tacler des records du monde, bah ce serait mieux que ça tienne plutôt bien. Bon, pour partir justement dans le côté extrême de l'overclocking, et bah tout simplement on va faire en sorte que toutes les limites que je viens de vous citer, elles disparaissent. On commence tout de suite avec par exemple le refroidissement qui au lieu d'utiliser un water cooling même custom, on va partir sur de l'azote liquide. Pour ceux qui connaissent pas vraiment le concept de l'azote liquide, c'est un liquide comme son nom l'indique qui est ici à moins 195 degrés. On va le verser dans des refroidissements qu'on appelle des godets, que je vous affiche tout de suite à l'écran, et ça permet tout simplement de refroidir le composant qu'il y a dessous. Ça marche plutôt bien pour les processeurs, mais on a quand même quelques contraintes à respecter ici. Notamment par exemple au démarrage, si votre processeur est un peu trop froid, il est possible qu'il refuse de démarrer parce que malheureusement, le moins 195 degrés a eu un peu trop d'impact sur lui, donc il va falloir réchauffer votre processeur, sinon la carte mère sera incapable de démarrer. Ça c'est un truc un petit peu ironique dans cette histoire, c'est qu'au final, quand le PC est déjà allumé, ça dérange pas qu'on soit à moins 195 degrés. Mais si jamais on est trop froid sans avoir allumé le PC, bah ça va totalement l'empêcher de booter. Le deuxième truc qui est aussi plutôt ironique dans cette histoire, c'est qu'au final on a des composants qui n'aiment pas du tout le froid extrême, notamment comme certaines mémoires, et du coup on va devoir placer des genres de petites résistances à côté pour les faire chauffer et éviter qu'ils soient justement trop froids également, un petit peu comme notre processeur au démarrage. Sinon ça va pas tenir l'overclocking, genre l'ordi ne va plus jamais démarrer parce que c'est trop froid. Et le dernier point qui est assez intéressant, c'est que déjà on va dénuder toute la carte mère, donc on va lui enlever tous ses dissipateurs thermiques, et on va l'isoler totalement. Pourquoi on l'isole? Tout simplement parce qu'on va avoir un énorme écart de température entre l'azote liquide et l'air ambiant qui va faire tout simplement qu'on va se retrouver avec de la condensation un peu partout. Et vous vous doutez bien que des composants électroniques qui reçoivent une goutte d'eau, ça n'a jamais été vraiment le meilleur mélange à faire quoi. Surtout quand vous êtes sur de la grosse puissance un petit peu comme là. Si jamais vous voulez allumer un feu avec un genre de briquet électronique, ça peut être plutôt sympathique comme concept. Vous isolez pas la carte mère, vous faites ce genre de pratique. Je pense que vous aurez quelques petites surprises assez sympas. Et justement, cette force puissance, ça nous permet de faire une super transition vers le deuxième point qu'on essaie de résoudre le plus vite possible en overclocking extrême, la consommation. Comme vous devez certainement savoir, dans le cadre d'un overclocking processeur ou mémoire, la consommation, elle n'est pas vraiment limitée. On peut tirer à peu près autant qu'on veut, surtout avec les étages d'alimentation qu'on a à l'heure actuelle, vraiment on n'a quasiment aucune limite, donc ça fait plaisir. Mais il faut quand même une alimentation qui soit capable de donner le courant que va absorber le processeur. Notamment certains processeurs qui peuvent consommer jusqu'à 1200-1300 watts en burn quand vous êtes en overclocking.
Voilà, je vise personne qui était au salon et qui éventuellement ferait des burns sur du Intel Extreme, je pense qu'ils vont se reconnaître. Voilà, on est sur des processeurs qui peuvent monter à un peu plus d'un kilowatt de consommation quand on est sur un burn, quoi, une fois qu'ils sont overclockés. Donc vous vous doutez bien que déjà niveau refroidissement, l'azote liquide c'est pas de trop, et en plus de ça qu'il faut une alim qui soit capable de lui donner à bouffer à ce processeur, parce que quand il tape 1 kilowatt de conso, c'est un peu beaucoup là, non? On peut avoir d'autres choses qui sont intéressantes également au niveau de la consommation, c'est par exemple au niveau des cartes graphiques. Comme vous devez certainement le savoir, pour ceux qui font un peu d'overclocking, les cartes graphiques ont un power limit intégré la plupart du temps. En gros, vous ne pouvez pas demander à la carte graphique de consommer à l'infini, tout simplement parce qu'on a ou une limite physique ou une limite logicielle. La plupart des overclockers ici, ils vont devoir tout simplement faire en sorte que le power limit n'existe plus et qu'on puisse consommer autant qu'on veut. Donc si c'est un bridage physique, on va faire quelques petites magouilles au niveau de l'électronique pour tout simplement faire en sorte que la carte graphique, elle croit qu'elle consomme 1 watt alors qu'elle a 1000 par exemple. Ou certaines cartes vont avoir des petits boutons comme notamment la Hall of Frame en 1080 Ti que vous voyez tout de suite à l'écran. Celle-là, elle a un bouton derrière, vous cliquez dessus, ça débloque totalement la consommation et ça permet d'aller vers l'infini et au-delà. Et si jamais c'est plutôt une limitation logicielle, bah là ça va tout simplement flasher le BIOS. En gros, on remplace le logiciel qui est directement intégré dans la carte graphique et ça va lui permettre tout simplement de se dire bah non, il n'y a aucun souci, on peut consommer autant qu'on veut. Pas de problème quoi, hein, c'est pas comme si que le PCB pouvait prendre feu, là on est bien, il fait frais à côté de l'azote liquide. Il y a tout ça à prendre en compte. Et puis bah la troisième limite, bah tout simplement c'est le fait d'avoir du bon matériel pour pouvoir aller chercher tout ça. Donc vous vous doutez bien que la plupart d'entre eux ils vont pas faire des benches avec des petites plateformes. Même si c'est des plateformes qui sont vieilles, bah forcément on a besoin d'un PC qui est quand même plutôt de gamme avec des composants de haute qualité pour pouvoir aller chercher le maximum possible en fréquence. Parce que bah, ça engendre énormément de contraintes de monter la fréquence. Et forcément, il faut que le matériel y suive, sinon on a des bridages partout. Et là, bah, c'est trop technique, donc on va pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, ce qui s'impose, c'est des bonnes cartes mères, des bonnes barrettes de RAM et des bons processeurs. Et puis, bah, si c'est du bench de carte graphique, il faut tout simplement avoir une bonne carte graphique également. Donc ça, bah, on va avoir affaire ici à ce qu'on appelle du binage. Le binage, c'est tout simplement une genre de sélection qui est faite. En gros, ils vont tester énormément de processeurs et ils vont prendre le meilleur, celui qui a le plus de potentiel pour justement cette pratique. Et puis une fois qu'ils l'ont trouvé, bah, ils vont aller lui faire taper des gros scores pour essayer de battre les records du monde. Maintenant que vous avez un petit peu toutes les bases sur l'événement, qu'est-ce que vous diriez d'aller explorer un petit peu ce que ça donne en réel en partant en genre de vlog? Alors je m'excuse totalement pour la qualité du son qui va suivre, parce que j'étais pas paré plus que ça finalement pour du vlog et ça m'a mis face à la dure réalité de la vie. Et finalement, qu'est-ce que vous diriez d'aller vous perdre au milieu de la France dans l'un des endroits les moins connus, tout simplement pour découvrir l'une des pratiques les plus sombres du hardware? C'est quand même un bon plan, non? Moi je pense que c'est top. Donc c'est vers Montaigu qu'on se dirige, avec un village qui était connu particulièrement il y a environ 50 ans pour son exploitation de charbon. Et sinon, au niveau habitant, c'est pas la grosse population, quoi. Je pense que sur cette chaîne, même en abonnés actifs, il y a peut-être plus d'habitants que là-bas. Mais voilà, ça a permis de visiter un petit peu la France. Si jamais vous voulez aller explorer un petit peu des contrées lointaines où tout simplement le réseau est très dur à avoir, pour vous déconnecter peut-être des réseaux, ça peut être une bonne idée. L'événement, il s'est passé dans une petite salle des fêtes et ça a permis justement de réunir un petit peu tout le monde. Voilà, on a eu des gens qui sont très actifs sur le serveur Discord qui se sont rendus là-bas, ça permet de découvrir un petit peu la communauté, donc de mon côté, c'était très sympa. Et sinon, bah, je vous propose tout simplement qu'on passe en mode vlog pour vous découvrir un petit peu ça en temps réel. La Dark est boot. C'est beau. Après, les stocks. Je vais copier ces options. Ouais, donc c'est normal en fait. 20M 24. Faut rien dire là. Fais pas des fausses joies à la cam quand même. Il est cool, bah, je veux pas dire à la cam. Mais... Ah, c'est bon, il est boot. Ouais, du coup, Paul, raconte-nous ce que tu fais un peu là. Là, je suis en train de clock un Ryzen 5 5500 sur GPU Pi 3.3 et ça passe très bien. Il full pot sans problème. Pour redémarrer, il faut quand même que je le remonte jusqu'à peu près moins 140, quelque chose. Mais pas capricieux. La RAM, j'ai pas encore trop touché. Je pense que ça va monter bien comme il faut aussi. C'est que vous, toi, ça part sur quel OC? Geekbench 3, j'ai Ouais. 3 memory et sur la Dark. Il y a un profil 5000 C15 peinard pour l'instant. D'accord. En vrai, ouais. Non, elle prend 5100 celle-là. Bien. On n'a pas vu le blue screen, t'as de la chance. Il y a eu un blue screen, je crois. Moi, ça fait le blue screen, mais ça s'est éteint. Voilà, la stabilité. Est-ce que ça chauffe? Avec des alims de qualité. Bricolage plus, quoi. Pour rien dire. Non, mais c'est beau, c'est beau.
Après, il y a des gens, ils sont là, oui, mais j'ai peur de mettre les mauvaises vis dans mon PC. Tu vois, il y a des gens, ils mettent des élastiques sur leurs alignes. Oui, bah alors ça, c'est tout faire. Ouais. C'est un ventilo Noctua, il a coupé les fils, il les a ressoudés sur la board en dessous. Ouais, mais c'est n'importe quoi. Là, tu vois, Je veux bien faire des trucs regarde, bizarres, mais il n'y a pas de blue screen, pas encore. Là, ça y a pas boot. Là. d'image tout court. Mm. Pas tout screen. Et voilà. C'est parfait. Je vais voir ce qu'il fait Black Dot. Moi, je dis Pipe Prime. Qu'est-ce que je fais là du coup? Bench, Ouais, mais mémoire. En gros. Et c'est passé à technique de 126 avec le BC, tu vois. Donc là, on est sur une Apex. Ouais. Apex 790. Trop. Ouais. Ça crache. Mais il est vachement chaud là à l'intérieur du godet, non? Il a moins 100 et quelques. Parce qu'il n'y a plus de blanc, rien du tout. Comme tu dois faire, non? Ouais, mais c'est parce que je viens de le mettre. Ah, ok. Je me disais par rapport à hier, je sais pas ce qui Bah, s'est par passé. rapport à hier, c'était long en fait. Ok. C'était plusieurs heures de bench. Donc forcément, ça commence à geler. Mais là, il a quoi, il y a 5 minutes. Bon, après, là, on a la Tachyon X avec 14900K. La super carte qui fait pas du tout de plantage quand on osait. D'après le live de Vertex. Non, mais on va élucider le mystère là. Du coup, Vertex, qu'est-ce que tu vas faire là? On va voir sous froid. Là, j'essaie de préparer un OS là. Passer après sous froid. Deux, trois petits trucs. Hein. La 690. Ouais. Tac. Avec un 13900 KS. La RAM qui est ici. On va la monter avec un godet dual. Et on va passer ça sous froid pour faire du pipe prime 39 Ok. Donc on va voir ce que ça donne. Que ça va bien se passer. Donc là l'OS il aura de préparation. Une fois qu'il sera prêt, on va la passer sous froid. Donc là il y a c'est la zone de bench ici. Avec le hot et tout. Et le godet qui est encore dans la cuisine là-bas. Ici là? Ouais, ici. C'est quoi, c'est des R9? Quand ça veut pas, ça veut pas. Donc ça c'est bien. C'est quoi, c'est des 295? C'est mieux que ça, non? 295 que ça doit. Après, ça monte jusqu'à. Avec un 14900. Là, du coup, on va bench quoi? Un bench, déjà il faudrait qu'on arrive à avoir les 4 GPI. On va bench le Windows là déjà pour commencer. On va essayer expliquer. Déjà, le but c'est d'avoir déjà les 4. J'arrive pas à avoir les 4 GPU. J'arrive à avoir 3 GPU. Pas 4. Pourquoi? C'est là la question. Parce qu'en fait, tu les vois tous indépendants, même s'ils sont tous sur le même. Non, là, tu vois, on voit même pas la deuxième carte. Ok. Mais pourquoi? Non, je me demandais ce que c'était la carte mère. Ah, c'est la MSI. Là, il y avait la MSI, un 690, ils sont arrivés. Donc là, c'est la 790. Est-ce qu'il y a un problème avec? Bah, j'ai pas froid, mais. Non. Parce que je me suis habillé, quoi. Là, on a le mot derrière la fenêtre. Tu dois avoir des températures de ouf là. Est-ce que tu regardes les températures? Je pense que c'est pas son premier souci vu le montage là. C'est quoi le CPU là? Un 13600 KF. Ok. Avec une Z690i. Ils sont belles les RAM holo frame là. Je pense bien, oui. Vu le prix, pas heureux. Donc là, vraiment au meilleur réservoir. Hein. J'ai déjà montré en live, mais faut insister un peu. Là, du coup, on a une 1080 Ti holo frame. Voilà, vous sentez pas, mais elle est terriblement lourde. Putain, elle fait la taille de mon avant-bras, c'est insolent quand même. C'est beau, c'est beau. Un an et demi que j'ai commencé. Du coup, j'étais overclocker avant. Ouais. Et le matos que j'utilisais pour couler ne me plaisait pas vraiment. Il y avait beaucoup d'optimisation à faire et ça faisait longtemps que ça bougeait pas du tout. Ok. Donc en fait, je me suis dit que j'allais me lancer dans le développement du coup,
de cooling. Et du coup, j'ai commencé par développer des water cooling et des cooling d'azote. Donc des solutions pour envoyer de l'eau directement sur les IHS Ok. avec des jet blades par exemple imprimés en 3D qu'on n'a jamais vu vraiment avant. La même chose avec des water blocks où l'eau part directement sur les puces en fait, au lieu d'avoir plein d'interfaces avec des pattes thermiques partout et tout ça. Donc c'est vraiment le but de pousser la performance, limiter les interfaces thermiques. Et c'est vraiment du développement en fait pour pousser plusieurs technologies qui n'existaient pas vraiment avant. D'accord. Et récemment là, du coup, je me suis aussi lancé dans le cooling extrême, donc pour l'azote liquide, donc par exemple avec des évaporateurs azote liquide pour les rames. Donc là, et puis il y en avait un autre qui est en train de monter Vertex du coup actuellement. D'accord. Donc en gros c'est ça, et puis en fait n'importe qui peut demander pour du refroidissement sur mesure ou de la fabrication sur mesure. Du moment que c'est un projet, quelqu'un a une idée en tête en fait, on peut me dire et puis je peux le faire, quoi. Ouais. Et un refroidissement comme ça, enfin, sur mesure, ça coûte cher à fabriquer? Alors ça coûte plus cher qu'un waterblock que tu fais dans le commerce. Dans le commerce, quand on achète un waterblock, il y a le prix de développement, de fabrication qui est étalonné sur par exemple 1000 unités, 2000 unités ou des choses comme ça. Ouais. Alors que quand on monte sur mesure, si c'est pour acheter par exemple un waterblock, le coût de développement, le coût de modélisation, le coût de programmation machine, le coût d'impression, le coût de la matière, c'est sur un bloc. Donc forcément, ce sera plus cher qu'un achat où ils font tout en usine à la chaîne. Mais par contre, ça permet d'avoir des solutions qui sont uniques. Par exemple, si tu as un PC où tu veux tout en aluminium dans ton PC, par exemple, avec une certaine couleur au corps, tu peux me dire, est-ce que tu peux me faire un waterblock avec de l'aluminium, je veux qu'il soit par exemple tout rouge ou quoi. Ouais. Tu pourras pas le trouver dans le commerce, tu peux le faire. Ok. Donc à partir du moment où c'est des solutions qui sont personnalisées et que tu peux pas trouver, du coup le prix il sera plus cher, mais au moins tu peux le faire. D'accord. Et du coup, c'est toi qui développes tout de A à Z. Pas forcément. Voilà, le waterblock que je suis en train d'assembler, c'est Vertex qui l'a design. Ok. Donc en fait on travaille ensemble. Il avait son idée, il m'a donné ses fichiers 3D et on bosse sur le design ensemble. Donc là on a le premier prototype qu'on est en train de monter, tester, ajuster un petit peu sur les derniers détails sur le moment. Et puis du coup on va tester ça, puis on va ajuster pour les trucs et puis quand il sera prêt, du coup on pourra le mettre en vente sur la boutique. Donc, D'accord. Et ça, c'est même vous qui l'avez fait ou vous l'avez ouais, récupéré? c'est les cold plates que je fais. Donc comparé à des cold plates qui sont pareil sortis d'usine et tout ça, où par exemple les surfaces sont pas extrêmement lisses et qu'il y a beaucoup d'overclockers notamment qui poncent. Ok. Moi elles sont sorties machine, elles sont vraiment surfacées, donc elles sont extrêmement lisses. On peut voir d'ailleurs que genre elles sont vraiment en miroir, ces sorties de machine, c'est pas du tout poli ou quoi que ce soit. Donc du coup c'est vraiment lisse et au final c'est plus les processeurs sur lesquels on va les mettre qui sont pas lisses. Mais Ok. niveau waterblock on est impeccable directement en fait. D'accord. Et du coup, tu étais en train d'essayer de l'isolation avec. C'est ça, ouais. Donc là, fabrication sur place, des petits tests. J'en profite que tout le monde soit sur place, comme ça je peux tester pas mal de trucs avec tous les overclockers qui sont là. Bon, comme vous l'aurez compris, ce salon, ça a été aussi un bon moyen de se rincer l'œil, que ce soit pour moi ou pour vous. Il y avait de la carte mère ultra haut de gamme, en passant de la Aorus Tachyon à de la Asus Apex. Déjà, juste dans la même pièce, c'est beau, mais alors si en plus à côté, on peut avoir une MSI Ace, Unifi X ou tout simplement Godlike, je vous avoue quand même qu'il y avait vraiment de quoi être sous le charme un petit peu. Puis à côté, on avait également des cartes graphiques assez sympas, comme une MSI Supremix en RTX 4090, par exemple, juste comme ça par hasard, ou tout simplement même des cartes graphiques Hall of Frame. Et du coup, pour conclure un petit peu sur cet événement, ça vous a permis de découvrir un petit peu l'overclocking à l'azote liquide. Il y a eu quelques records qui ont été battus, mais j'ai pas vraiment de détails, donc je vous inviterai à aller lire les articles tout simplement de Vertex, etc. Mais en tout cas, on a battu quand même quelques records. On n'a pas encore eu les résultats finaux justement de ce petit concours parce que les résultats ils vont tomber le 20 décembre. Donc j'ai pas encore les résultats finaux justement de tous les scores qui ont été faits. En tout cas, de mon côté, il se trouve que l'événement était plutôt sympa. Ça m'a permis de rencontrer un petit peu la communauté active du serveur Discord. Ça m'a permis également de rencontrer en personne Wizarded. Donc si jamais tu regardes cette vidéo, un grand merci à toi déjà pour toutes les vidéos que tu as faites. Merci d'être venu sur l'événement. Je m'y attendais pas. Ça a été un petit peu ma petite surprise là-bas. Parce que pour moi, en fait, comme j'ai grandi un petit peu en regardant tes vidéos quand j'étais en galère sur de l'overclocking, et en fait, tu fais partie des figures de l'overclocking française sur moi. Donc ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Même si, comme je disais, c'est dommage qu'on n'ait pas eu le temps de parler plus.
mais une prochaine fois certainement. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez découvert pas mal de petites choses, et puis bah si jamais tout ça vous intéresse et que vous aimeriez assister à ce genre d'événement, et ben on va essayer d'organiser la même chose en plus gros l'année prochaine, mais ça ça dépend que de vous, parce que si jamais on voit que ça suit beaucoup, peut-être que les sponsors accepteront de grossir un petit peu cet événement pour rendre tout ça accessible à beaucoup plus de gens. C'est vous qui voyez, mais en attendant, je pense que ça pourrait être intéressant de vous faire découvrir tout ça en temps réel. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre le petit pouce RGB, à t'abonner si c'est pas encore fait. C'était azertest d'overclocking.com et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À la prochaine.